L'or a atteint des sommets à 5 000 $ de manière extrêmement fulgurante et extrêmement rapide. Quand vous avez ce genre de mouvement, alors actuellement nous avons ce genre de mouvement sur les valeurs de l'intelligence artificielle qui montent extrêmement vite, extrêmement haut, et donc vous allez à un moment donné, parce que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, avoir un mouvement de correction qui est incontournable. C'est-à-dire il va avoir lieu. Et c'est l'heure de l'interview écho. Nous recevons aujourd'hui Charles Sana. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Roselyne. Vous êtes éditorialiste économique et fondateur du site Le Grenier de l'Écho. On va passer en revue plusieurs thèmes d'actualité et on commence par la géopolitique. Avec le conflit au Moyen-Orient, les États-Unis ont repris leur blocus des ports iraniens en réponse à la nouvelle paralysie du détroit d'Ormuz orchestrée par le régime de Téhéran. Retour à la case départ un mois après l'accord de cessez-le-feu. Ça dit quoi des efforts diplomatiques des deux belligérants, s'ils existent encore ces efforts? Mais écoutez, je crois qu'il y a une hypothèse et une réflexion qui n'est pas assez débattue, qui est notamment le fait que tout ça soit orchestré et parfaitement volontaire et que ça réponde à une stratégie bien construite de la part des Américains. De l'alliance, on va dire, israélo-américaine. Je m'explique. Souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'un an, c'est l'opération Rising Lion, ça va durer quelques jours, et c'est la première étape de ce conflit contre l'Iran. Au bout de 12 jours de mémoire, les auditeurs corrigeront dans les commentaires si nécessaire, mais au bout de 12 jours, cette guerre va s'arrêter. En fait, cette première partie de la guerre va cesser et puis elle reprendra au mois de mars 2026 et puis elle va à nouveau cesser et on va avoir un cessez-le-feu de 3 semaines, un mois, et puis cette guerre va à nouveau reprendre et nous vivons aujourd'hui cette troisième étape d'une guerre qui est la même depuis l'opération Rising Lion en 2025. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes probablement, en tout cas c'est une hypothèse vraiment importante à avoir en tête, confrontés à un processus militaire itératif. La guerre contre l'Iran est menée par étapes. C'est un peu la première fois en réalité, dans l'histoire militaire mondiale, que nous sommes face à ce que j'appelle une guerre itérative, une guerre qui se fait petit à petit et par des étapes différentes. On a l'impression qu'en fait, ce sont des opérations militaires qui ne sont pas reliées, alors qu'en réalité, elles sont bien intrinsèquement liées, elles sont même tellement intrinsèquement liées que c'est la même et unique opération militaire qui est en réalité en cours, certainement depuis 2025 et le début de cette opération Rising Lion. Je pense, si vous voulez, que ça répond à des impératifs militaires, notamment de détection et d'adaptation à la menace. Et c'est probablement une stratégie militaire qui est directement la conséquence de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est de l'essai-erreur et de l'adaptation systématique. Il n'est pas dit que nous Charles ayons un nouveau Sana, cessez-le-feu. quelles seraient les fins Ah de ben, cette la guerre par étapes? fin, La fin, c'est la destruction de l'Iran dans ses capacités militaires et dans ses capacités de riposte. Et aujourd'hui, l'Iran n'a objectivement pas été défait militairement. Il a été affaibli militairement, mais il n'est absolument pas défait militairement. Le régime est le même. Le régime s'est pour le moment maintenu. Les Iraniens sont toujours sous la coupe du régime des mollahs. Et surtout, les mollahs disposent toujours de bases militaires et d'une capacité de nuisance qui permet encore non seulement le blocage du détroit d'Ormuz, mais également d'attaquer tous les voisins dans les pays du Golfe et créant les perturbations que l'on voit, notamment en étant capable de frapper les installations pétrolières ou gazières de l'ensemble des pays du Golfe. Et d'ailleurs, les marchés ne s'y trompent pas, puisque le prix du baril de pétrole est largement reparti à la hausse, et nous sommes aujourd'hui aux alentours de 85 $ le baril.
On va passer, Charles Sana, à la macroéconomie avec la bonne surprise avant-hier de l'inflation aux États-Unis, plus 3,5% en rythme annuel pour le CPI. Alors, comment interpréter ce chiffre? Alors là, pareil, hein, c'est de l'inflation itérative et qui n'est pas une inflation, si vous voulez, intrinsèque. C'est pas ce qu'on appelle de l'inflation sous-jacente. C'est pas de la vraie inflation, c'est de l'inflation des prix de l'énergie. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une montée des tensions, vous avez les prix de l'énergie qui montent, 85 $ le baril, donc beaucoup plus d'inflation. Et puis, dès que vous avez un cessez-le-feu, vous avez les prix du pétrole qui baissent, beaucoup moins d'inflation. L'inflation réagissant avec un petit temps de retard, évidemment par rapport au prix de l'énergie, eh bien aujourd'hui vous avez une baisse de l'inflation qui constate la baisse des prix de l'énergie liée à l'accord de paix qui avait été annoncé, enfin à la trêve qui était annoncée et à l'accord de paix que les marchés espéraient. Et puis là, je peux vous annoncer que le mois prochain, l'inflation américaine, mais européenne et donc globalement mondiale, va évidemment repartir à la hausse puisque les prix du baril de pétrole repartent à la hausse et que l'énergie devient plus chère. Donc attention, là on est en train de commenter ce que l'on voit dans le rétroviseur de quelques semaines. Donc oui, effectivement, l'inflation baisse. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. On aura une moins bonne nouvelle demain puisque l'inflation va repartir avec cette hausse des prix, notamment du baril de pétrole. Voilà, la réalité, c'est que tant que cette guerre se poursuit, nous sommes condamnés à avoir des prix d'énergie relativement importants et donc une inflation relativement importante, qui est une inflation importée par ces prix d'énergie. C'est un vrai choc pétrolier auquel on assiste. Mais de quelle manière ces dernières données macroéconomiques vont-elles influer sur la future décision de politique monétaire de la Fed à la fin du mois? Ou simplement en permettant à Kevin Warsh, le nouveau gouverneur et président de la Réserve fédérale américaine, de peut-être avoir la possibilité de surseoir à une hausse de taux et donc de ne pas intervenir tout de suite et d'intervenir plutôt demain et de décaler à la reprise de l'inflation une éventuelle décision. Donc, et cette éventuelle décision pourrait tout à fait être à nouveau décalée en disant mais regardez, c'est peut-être pas nécessaire d'augmenter les taux même si l'inflation est remontée le mois prochain parce qu'il y a un nouvel accord de paix qui est en cours de négociation. On va revenir, hein, si vous le voulez bien, sur les premières semaines de... Oui, allez-y. Excusez-moi. En fait, on est quand même aussi en train d'assister à un sacré pilotage des marchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'énergie devient trop haute, on annonce un accord de paix. À chaque fois que les marchés commencent à être fébriles, on annonce, Trump sort une petite phrase en essayant de calmer tout ça. Donc, on est aussi dans un sacré pilotage des marchés pour éviter la panique des investisseurs. Et pour le moment, c'est quand même remarquablement bien fait, puisque nous sommes confrontés tout de même à l'un des worst case scénarios, c'est-à-dire un des scénarios du pire, avec le blocage du détroit d'Ormuz, l'énergie qui bondit, un choc pétrolier et des manques et de l'indisponibilité énergétique. Et pourtant, tout se passe presque bien tant qu'on n'est pas sous les bombes. On va revenir donc sur les premières semaines de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine. Que faut-il en retenir? Comment se démarque-t-il vis-à-vis de son prédécesseur, Jérôme Powell? Alors pour le moment, il ne se démarque pas beaucoup et c'est tout à fait cohérent avec la personnalité de Kevin Warsh, qui n'est pas du tout quelqu'un alors c'est quelqu'un qui a de fortes convictions, mais c'est pas du tout quelqu'un de conflictuel. C'est quelqu'un qui cherche avant tout à bâtir, à construire des consensus, et c'est ce qu'il essaye de faire à la Réserve fédérale, donc au sein de la Banque centrale américaine. Il essaye de convaincre actuellement l'ensemble du board, c'est-à-dire l'ensemble des gouverneurs qui composent le conseil d'administration de la Banque centrale américaine et qui prend ses décisions dans ce qu'on appelle le FOMC. Et donc, il essaye de les convaincre de quoi? Il essaye de les convaincre d'un retour à la politique monétaire qui était menée dans les années 90, que ce soit en termes de discours,
que ce soit en termes d'information des marchés, que ce soit en termes d'anticipation à travers les informations données au marché, ou que ce soit en termes de politique monétaire pure. On parle ni plus ni moins que d'abandonner petit à petit et progressivement ce qu'on a appelé les politiques non conventionnelles monétaires. Et ces politiques non conventionnelles monétaires, elles sont extrêmement conventionnelles et d'une banalité affligeante quand on regarde l'histoire économique mondiale. Il s'agit simplement d'imprimer de l'argent que nous n'avons pas et de créer de la fausse monnaie. Donc ça, augmenter le bilan d'une banque centrale en créant de la fausse monnaie pour financer des États avec de l'argent qui n'existe pas, ça s'est fait de tout temps. Et c'est ce qui alimente l'inflation, elle, réelle, l'inflation sous-jacente, qui n'est jamais rien. Vous savez, il y a deux manières de définir l'inflation. On la définit en disant soit c'est la hausse généralisée des prix, soit on peut la définir d'une manière beaucoup plus juste par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés, qui est la baisse de la valeur de la monnaie. Et en réalité, l'inflation, elle se définit de ces deux manières-là. C'est vraiment les deux faces d'une manière différente de voir exactement le même phénomène. Et donc là, quand on crée beaucoup de monnaie, eh bien tout simplement, chaque unité de monnaie vaut de moins en moins parce que la confiance s'érode. Et donc dans les années 90, nous avions des taux qui étaient des taux d'intérêt qui étaient proches, qui ont atteint les 10% et qui ont dépassé les 10%. Et donc, quand vous avez des taux d'intérêt qui atteignent, dépassent les 10%, bien évidemment, vous avez une once d'or qui a moins de 300 $ l'once d'or, là où aujourd'hui, nous l'avons vu atteindre les 5000 $. Donc, vous imaginez bien que là, encore une fois, soit vous voyez une hausse de l'or, soit vous voyez tout simplement un étalon fixe, un point fixe qui ne bouge pas dans le ciel, qui est juste un référentiel de valeur et qui vous indique simplement que la valeur de votre monnaie a considérablement diminué ces 35 dernières années. Justement, Charles Sana, vous évoquez l'or, on va s'intéresser à son cours. Traditionnellement, valeur refuge, il a pourtant chuté de moins 20% depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Et dans le même temps, son évolution est devenue beaucoup plus erratique. Alors, comment expliquer ce regain de volatilité ? Alors, tout d'abord, l'or a atteint des sommets à 5000 $ de manière extrêmement fulgurante et extrêmement rapide. Quand vous avez ce genre de mouvement, alors actuellement nous avons ce genre de mouvement sur les valeurs de l'intelligence artificielle qui montent extrêmement vite, extrêmement haut, et donc vous allez à un moment donné, parce que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, avoir un mouvement de correction qui est incontournable. C'est-à-dire il va avoir lieu. Quand nous aurons atteint quel niveau, je suis bien incapable de vous le dire, mais ce mouvement de correction aura lieu. De la même manière qu'il a eu lieu sur l'or, où on est passé quasiment de 2000 $ à 5000 $ en quelques semaines. Donc c'est un mouvement de hausse pour un actif comme l'or qui est absolument phénoménal et qui ne pouvait évidemment pas durer ni perdurer sans prendre une respiration. Donc cette respiration a commencé avant le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient. Depuis le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient, on voit bien que le comportement de l'or est plutôt stationnaire, c'est-à-dire qu'on évolue plus ou moins avec cette volatilité que vous avez parfaitement bien évoquée. On évolue aux alentours des 4000 $ l'once, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais on est aux alentours des 4000 $ l'once et 20 à 25% en dessous du point haut qui avait été atteint et touché brièvement. Pourquoi alors que c'est la guerre et que c'est l'embrasement, l'or ne semble pas jouer son rôle de valeur refuge? Eh bien, tout simplement parce que l'or souffre toujours d'une éventuelle augmentation des taux d'intérêt. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, Roselyne. C'est vraiment cette hausse des taux d'intérêt qui est dans les tuyaux. Ça a été d'ailleurs l'une de vos premières questions sur Kevin Warsh et la Fed. Et donc, quand l'or qui, entre guillemets, ne rapporte rien, est confronté à un marché où les taux d'intérêt vont augmenter, risquent d'augmenter, pourraient augmenter, voire augmentent un petit peu ou plus ou moins, et bien évidemment, à court terme, ce n'est pas favorable au métal jaune. Donc normalement,
avec les hausses de taux annoncées consécutives à l'inflation, et donc la possibilité éventuellement de taux réels positifs. Je rappelle, c'est très important, cette notion de taux réel, c'est-à-dire que c'est le taux d'intérêt réellement que vous obtenez quand vous placez de l'argent, moins le taux d'inflation. En clair, si vous placez de l'argent à 3%, mais que l'inflation elle est de 10%, ben, votre taux réel il est négatif de 7%, vous êtes appauvri, et dans ce cas-là, il vaut mieux détenir de l'or qui va vous maintenir votre valeur. Par contre, quand les taux réels se rapprochent de zéro ou deviennent positifs, eh bien, nous rentrons dans un contexte qui commence à être défavorable au métal jaune, et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, non pas parce que les taux réels sont largement positifs, mais tous ils sont négatifs, mais parce qu'il y a des anticipations d'augmentation de taux qui pourraient rendre ces taux d'intérêt réels positifs, et donc ça, ce n'est pas bon pour l'or. Charles Sana, on va faire un point sur le secteur de l'intelligence artificielle avec des marchés toujours euphoriques. Les levées de fonds records se multiplient chez les géants de la tech. On l'a vu, les GAFAM prévoient d'investir jusqu'à 725 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA cette année, ce qui va fatalement générer une dette colossale auprès du crédit privé. Alors on évoque depuis longtemps un risque de bulle lié à l'IA, mais finalement, est-ce que cela n'est pas un serpent de mer? On est clairement dans une bulle. De toute façon, moi j'ai une manière extrêmement simple de définir une bulle financière, hein. C'est quand les actifs valent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'ils rapportent. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous avez un décalage considérable entre les bénéfices générés par une industrie et la valorisation que les marchés accordent à cette industrie, eh bien vous êtes dans une situation de bulle. Simplement, cette bulle peut durer bien plus longtemps que ma solvabilité personnelle, elle, va durer. Donc, je me garderai bien de dire on est en bulle, faut vendre, on est en bulle, faut pas acheter. C'est pas le sujet en fait. C'est simplement de dire d'un point de vue intellectuel, on sait qu'on est en bulle quand vous valorisez à 100 fois ou à plus d'un siècle les bénéfices d'une industrie, vous savez que la valeur et la valorisation donnée aux actions est complètement décorrélée d'avec les bénéfices réels de cette industrie. Donc vous savez que vous êtes dans une situation de bulle financière. Là où la situation sur la bulle de l'IA est différente de la bulle Internet des années 2000, par exemple, que j'ai vécu et expérimenté avec ma barbe blanche, je peux vous dire que c'est extrêmement différent, et que la différence, elle est qu'aujourd'hui, la bulle de l'intelligence artificielle est avant tout portée non pas par des startups qui sortent de nulle part avec des modèles économiques que l'on n'identifie pas, mais par des sociétés largement existantes qui gagnent déjà de l'argent et qui simplement parfois s'endettent un peu plus que ce qu'elles auraient dû faire ou que ce qu'elles auraient pu faire s'il n'y avait pas eu l'arrivée de cette intelligence artificielle, mais qui sont des sociétés in boni qui gagnent de l'argent. Alors c'est un peu moins vrai pour quelques pure players de l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Anthropic, mais pour l'écrasante majorité des titres et des valeurs, ce sont des boîtes qui gagnent de l'argent. Allez, last but not least, pour illustrer mes propos, parlons 30 secondes de l'introduction en bourse excusez-moi, de SpaceX qui a été introduit par Elon Musk en bourse. SpaceX, en réalité, gagne beaucoup d'argent. SpaceX gagne 4 à 5 milliards de dollars nets chaque année. Et effectivement, au bout du compte, comme Elon Musk a intégré dans SpaceX les activités qui perdent de l'argent, comme celle de l'IA spécifiquement, à court terme, et bien évidemment, cela fait mes SpaceX en situation déficitaire chaque année. Mais sinon, SpaceX gagne de l'argent sur ses activités classiques et traditionnelles qui vont venir compenser justement les pertes liées aux investissements massifs dans l'intelligence que Elon Musk peut réaliser actuellement. Voilà, mais je crois qu'il faut garder ça en tête.
l'IA, la bulle de l'IA est portée par des sociétés qui globalement gagnent de l'argent. On va citer Microsoft, on va citer Google, on va citer Nvidia. Et donc tous ces acteurs majeurs gagnent des sous. C'est ce qui fait que cette bulle sur l'intelligence artificielle peut durer bien plus longtemps et aller bien plus haut que ce qui s'était passé pendant les années 2000 sur la bulle Internet, où nous avions des sociétés par centaines qui aujourd'hui ont toutes disparu. Voilà, vous aviez les AOL de l'époque qui est peut-être resté encore dans l'inconscient collectif, mais vous aviez des centaines, des milliers de startups au modèle économique complètement vaseux et foireux, qui ne gagnaient pas un argent, pas un dollar, pas un copec, et qui n'ont fait que cramer des dollars pendant toute leur très brève existence. Terminer avec la BCE et les propos sibyllins de Christine Lagarde la semaine dernière, qui laissait entendre qu'elle n'est candidate à rien, alors que quelques jours auparavant, elle indiquait qu'elle pourrait quitter ses fonctions prématurément, et dès lors qu'il fallait qu'une voix européenne forte se fasse entendre pendant la campagne 2027. Alors question, Christine Lagarde a-t-elle envie de se présenter à l'élection présidentielle française ? Alors, la question se pose en réalité rarement en ces termes pour les véritables candidatures sérieuses de gens sérieux. Alors, vous avez ceux qui veulent prendre date, qui se présentent. Alors, eux, ils se présentent sans, je dirais, se poser ne serait-ce qu'une seule seconde la question de savoir si leur candidature peut avoir un sens ou si elle est attendue par le pays ou par les élites du pays et qu'elle pourrait être soutenue. Bon voilà, ils se présentent parce que ça correspond à un ego, à une ambition individuelle et personnelle. Ça va pas plus loin que ça, et c'est assez affligeant. Je ne citerai aucun candidat, mais enfin bon, vous verrez bien vous imaginerez bien de qui je peux parler. Et puis, vous avez des candidatures qui peuvent être extrêmement sérieuses et qui, elles, ne correspondent pas. Christine Lagarde, elle ne va pas venir en disant voilà, je me présente. Christine Lagarde, elle ne se présentera que si elle sent un soutien, que si elle sent un moment, que si elle sent une nécessité et que si elle sent qu'elle peut agréger toute une élite autour de sa candidature. Et donc, à ce moment-là, elle sait qu'elle aura des relais médiatiques, qu'elle aura des relais politiques et qu'elle aura beaucoup de gens qui iront derrière elle dans une situation qui est compliquée pour la France et qui est compliquée comment ? De manière financière. Alors pour le moment, répondre à votre question est prématuré. Je pense que vous allez vite comprendre avec cet élément de réflexion et de réponse que je vais partager avec vous. Attendons, et je pense que Christine Lagarde va attendre le psychodrame des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale à l'automne, alors que nous serons dans un contexte de campagne électorale présidentielle pour 2027. Et donc ce budget va être extrêmement compliqué à sortir, à établir. Et donc, nous allons, dans ce contexte de psychodrame politique à l'Assemblée nationale, déjà vécu l'année dernière, vous avez vu comment ça a été compliqué, chute du gouvernement Bayrou, arrivée du gouvernement Lecornu, le gouvernement Lecornu qui a réussi, on ne sait pas comment, le miracle de sortir un budget aussi imparfait soit-il. La France a un budget, ça a évité la dégradation par les agences de notation et donc une crise financière. Crise financière dont nous ne sommes pas à l'abri à l'automne, au début de l'hiver ou pendant l'hiver 2026-2027, précédant la campagne électorale, et donc une crise financière pourrait être le moment où la cristallisation pourrait parfaitement se faire autour d'une candidature qui serait même réclamée de Christine Lagarde à la présidentielle, qui pourrait être parfaitement une surprise et une espèce de météore et d'étoile filante, où elle passerait effectivement de gouverneur de la Banque Centrale Européenne à présidente d'une France quasiment en faillite, pour mettre en place une politique qui ne serait pas drôle, mais qui éviterait la faillite du pays. Effectivement, à l'occasion d'une crise monétaire et d'une crise financière forte, Christine Lagarde pourrait tout à fait considérer que les conditions
de sa candidature sont non seulement présentes, mais que surtout sa candidature serait nécessaire. Et si cette candidature était extrêmement bien accueillie par les marchés pendant une crise financière, on peut imaginer que les Français lui donneraient leur vote d'une manière massive, parce que si on regarde bien les choses, les Français généralement votent pour le candidat qui leur semble toujours le plus rassurant. Merci beaucoup, Charles Sana, de nous avoir accompagnés ce matin pour cette interview économique. Belle journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. À suivre dans un court instant, le point bourse. À tout de suite.